Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous sommes entrés des deux pieds dans les nouveautés manga de cette année 2022 et parmi elles, un titre a retenu notre attention parce qu'il est plein de bagarres, comme le dirait Cagnard. Et ce titre, c'est Tougen Anki, un récit qui nous emmène du côté de la légende de Momotaro, dans lequel les différents protagonistes se battent notamment grâce à leur sang. C'est pourquoi dans cette émission, il sera question d'hémoglobine. D'ailleurs, en parlant de sang, vous avez déjà remarqué que dans les fiches des personnages de manga, il y a toujours le groupe sanguin. Ouais. Julie, pourquoi il y a toujours le groupe sanguin dans les fiches personnages des mangas ? Bah pour les transfusions. Mais ils se blessent. Bah non. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de transfusions dans le shonen. Il y a jamais de transfusion. Il y a très peu de transfusions. Mais non, mais parce que c'est très important au Japon de connaître son groupe sanguin, parce que ça définit les caractères des gens. C'est comme ton signe astrologique. Voilà, exactement. Il y a une astro du sang, astro-hémoglobine, qui est très populaire là-bas, et donc c'est pour ça que, en général, les mangaka réfléchissent au groupe sanguin de leurs personnages. Et vous connaissez vos groupes sanguins, vous ? Moi, oui. Oui. Ok. D'accord. Est-ce qu'on connaît nos propres caractères, voyons Cagnard ? Bah, moi je suis B+. C'est bien, bravo. C'est bien. Bagarre positive, c'est ça. Non, j'avoue, je connais pas mon groupe sanguin. On parle de Tougen Anki et des mangas 100%. C'est le thème de cette nouvelle 5e de couve et c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Soyez tous les bienvenus dans la 5e de couvre. Cette semaine, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga Tougen Anki et le sang dans le manga. Avec nous, on a Plaquette et Globule multicolore. Salut Julie, salut Cagnard. Je vous laisse décider entre vous qui est Globule multicolore et qui est Plaquette. Moi, je veux bien être Plaquette. Ok, ça marche. Donc tu es Globule multicolore, Julie. Merci. Hashtag 5DC pour nous retrouver sur l'ensemble des différents réseaux sociaux. Et si vous voulez nous soutenir, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle. Nous sommes présents absolument partout. Au programme de cette émission, donc, il y aura du sang, mais pas le nôtre. On vous rassure, personne n'est phobique du sang et des aiguilles. Personne ne va tourner de l'œil là. Oh bah non. Non, j'avoue que j'ai même un petit kiff à me voir saigner un peu, tu vois. J'aime bien. Parce qu'elle me fait que des blessures à chaque fois hyper minimes. Je vous ai dit d'ailleurs très récemment oui, que je vrai. m'étais coupé le doigt avec la pire Dieu. partie du couteau, la partie la moins dangereuse du couteau. J'ai réussi à me couper avec. Mais j'avoue, j'aime bien voir perler une goutte de sang sur mon doigt. Je fais ah ouais, la vie est pas facile quand même. Oh, Cagnard, c'est un bonhomme jusqu'au bout, je crois. Ah, je suis sombre. Hein. Bon. On vous parlera donc de quelques mangas dans lesquels le sang revêt une importance particulière, de sa représentation aussi dans la gamme shonen, censée être accessible aux plus jeunes, donc édulcorée. Et puis on vous parlera aussi de la manière dont la culture populaire japonaise s'en est emparée, de ces personnages aussi qui se battent avec leur sang, et donc de ce manga Tougen Anki, un concentré de baston. Il y a beaucoup de choses dans cette émission. Je vous propose pour commencer le pitch de Tougen Anki, un manga prépublié dans le magazine Shonen Champion, aux côtés de Shai par exemple, ou de Hiruma-kun. On est vraiment à des années-lumière de ces mangas-là. Et pour vous faire le pitch de Tougen Anki, il faut que je vous parle d'une légende japonaise qui est donc celle de Momotaro. Il s'agit d'un garçon très très fort qui est né dans une pêche, qui a été recueilli par deux humains qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et il est devenu grand, il est devenu extrêmement fort. Et il décide de partir à l'assaut des démons, les Oni, qu'il réussit à chasser pour le bien du monde. Là s'arrête la légende. Et le manga commence avec les descendants de Momotaro et les descendants des Oni qui en secret continuent de se faire la guerre. Shiki, le héros de Tougen Anki, est l'un d'eux. Il ignore au début toute cette histoire. Il a le neketsu en lui comme jamais, Ouais. depuis les toutes premières pages. Genre le mec a le sang chaud, mais très très chaud. Ah, il y a plein de bagarres. Ouais. Et il découvre qu'il descend d'un Oni et que son père est un descendant de Momotaro et que ce clan cherche à le tuer. Pour se sauver, une seule solution, apprendre à servir de ses pouvoirs. Mais pour ça, il faut aller à l'académie avec tout un tas d'autres Oni, aussi neketsu que lui. Et voilà, ça envoie sur de la bagarre bien rapide, bien efficace. Moi, j'aime bien comme ça, c'est cette bagarre pure, du style, de l'émotion qui accompagne ce genre de bagarre habituellement.
Ça perd pas de temps, il faut aller au bout des 2 tomes, mais tu perds pas de temps. Hein. Mais ça envoie direct. Ah ouais, ça va super vite. Moi-même, je trouvais que parce que en 2 tomes, t'arrives à un stade où d'habitude, si tu prends d'autres shonen, c'est un peu le début de l'école, tout ça, c'est un peu plus développé, quoi. Et là, paf, t'arrives directement dans l'action. Le pauvre Shiki, il a pas le temps de respirer, et toi non plus d'ailleurs. Mais je trouve que ça va vraiment beaucoup plus vite que les nouveaux titres qui nous avaient déjà habitués à une certaine accélération de l'action. Ouais, clairement, ça perd plus de temps à t'expliquer, à te poser les mangas. Non, c'est fini ça. Ouais, je suis plutôt d'accord, ça va très 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 vite, un poil trop vite pour moi, parce que pour le coup je trouve que le background il est un peu expédié vite fait, on avance vite, et je suis complètement d'accord avec toi Max, c'est que il faut lire les 2 tomes, parce que s'il avait lu uniquement le tome 1, là je me serais dit en fait c'est l'action qui est en train de leader le scénario. Quand je parle de scénario, je parle du background du manga. Tu n'en as quasiment aucun. T'as une phrase qui t'explique vraiment le concept de ce manga. Mais après, c'est action, action, action. Et justement, moi, ce qui m'a le moins plu, c'est la fin du tome 1, où j'avais un peu l'impression qu'il avait rien à dire, si ce n'est de mettre de l'action, tu vois, et qu'il avait pas grand chose à dire de plus. Et effectivement, à la lecture du tome 2, t'es là un petit peu, ok, ça va. T'as compris que t'étais allé un peu trop vite là, quand même. La difficulté de réussir son premier tome, c'est vraiment pas évident, faire un tome 1, mais il est réussi qu'à moitié ce tome 1 d'un certain côté. La première partie est réussie, la deuxième moitié je la trouve moins réussie. Mais je pense aussi qu'ils partent du principe que la légende de Momotaro c'est connu au Japon, c'est tout. Mais c'est vrai que là pour le coup le classique de la maternelle, Momotaro. Mais là pour le coup c'est un handicap du lectorat français. Pour le coup, nous, on n'est pas habitués. Enfin, tu sais, on en a entendu parler très bien, mais on n'est pas du tout habitués à ça. En revanche, on est meilleur en bagarre. Donc, du coup. On est meilleur en bagarre. Oui. On est meilleur en judo. Mais évidemment, on a été beaucoup plus de fois. Enfin, maintenant. Enfin, au moins 2 personnes, quoi. Ça se tape, hein, Japon-France, ça se tape. Et on est avec un manga qui m'a fait penser à plein d'autres mangas. Alors, je sais jamais si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai l'impression qu'on est à la croisée de Blue Exorcist. De Chainsaw Man et de Jujutsu Kaisen. Ouais. Tu vois, il y a un petit peu de tout ça, mais sans vraiment dire c'est exactement ça. Même si je dirais peut-être un tout petit peu plus Blue Exorcist pour le caractère du personnage principal. Et le design du perso. Le design, il y a les cornes et tout, effectivement. Mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ces mangas qui sont shonen, mais qui sont pas issus de Shonen Jump, parce que le Jump, maintenant tu sais comment ça se passe, il y a eu des livres qui nous ont expliqué, etc. Et tu vois clairement qu'il y a quand même d'autres façons de faire et d'autres façons d'amener ce genre de récit à être solide malgré tout, quoi, sans forcément respecter la recette ancestrale depuis du Jump. Je suis d'accord, parce que ce manga aurait pu sortir dans le Jump, mais il aurait été différent. Oui. Pas forcément mieux ou pas forcément moins bien. Il aurait été différent. Mais il aurait été différent, ouais. Je pense que le tome 1 aurait été mieux s'il était sorti dans le C'est Jump. possible, ouais. Ouais, c'est possible. Hein. Donc, à mon avis, il y a moyen que. Il y a moyen qu'ils le réfléchissent autrement, ce bouquin. Mais voilà, ce que tu dis, c'est vrai. C'est qu'on est tellement habitués, justement. Tu sais, je te dis Chainsaw, je te dis Jujutsu Kaisen. Blue Exorcist, c'était pas dans le Shonen Jump, mais c'était quand même un Jump. Oui, voilà. Bon, donc, voilà. En fait, c'est une autre écurie que la Shueisha, en gros. C'est ça. Ouais. Cagnard. Pour le coup, j'ai vu toutes ces similitudes avec les titres actuels, et j'en ai trouvé une autre, mais qui m'a vraiment sauté à la gueule. C'est que au bout d'un moment dans ma lecture, je me suis dit mais l'auteur en fait il doit être fan de Naruto. J'ai vraiment noté plein de similitudes dans le déroulé en fait. Et au bout d'un moment, j'en suis arrivé à me demander si c'était genre un hommage parce qu'il est fan de Naruto ou si c'était du copier-coller. Et en fait, j'ai pas mal de points de comparaison. Genre, quand le héros il passe en mode démon, en mode Oni, c'est clairement Naruto quand il est possédé par Kyuubi. Oh, mais bien plus tard. Au début. Bien plus tard. Oui, non, mais justement, c'est un auteur qui, je pense, a lu Naruto, a bien compris
à quel point le début de Naruto est vraiment excellent et vraiment très très prenant Ouais. et je pense qu'il a mis plein de petits trucs comme ça. Vous avez rien senti, vous avez senti aucune similitude avec Naruto, vous? En fait, j'y ai vu beaucoup d'influences, mais très diverses. Oui. Mais comme en fait, ça m'a fait la même chose qu'avec Jujutsu Kaisen, où j'y ai vu beaucoup de choses différentes. Et je me demande si c'est pas des auteurs de la même génération. Oh, il y a des chances. Voilà, tous ces bouquins, ils ont plus de 20 piges. Et voilà. Ils ont tout ingurgité, ils ont tout processé. Parce que autant dans Jujutsu, par exemple, je le sentais dans l'ambiance. Mais là, c'est dans des éléments très précis où je me suis dit, tiens, c'est exactement la même chose. Allez, vas-y, dis-nous. Donc, t'as Naito qui est un peu censé être son mentor. Eh ben, tu apprends qu'il n'avait jamais accepté aucun élève. Je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Kakashi, ça, c'est bizarre. Tu vois. Ils vont dans la salle d'examen la première fois, enfin, c'est pas une salle d'examen, c'est une salle, et je me suis dit, attendez, là, c'est exactement la même salle que dans Naruto, c'est quand même bizarre. C'est juste qu'ils ont le même carrelage. Ouais, mais en fait, c'est bizarre, et en fait, t'as les mêmes interactions dans cette salle qui ressemblent beaucoup, et t'as le même genre d'interaction de, bon, bah, c'est qui va grogner le plus fort, hein, c'est un battle de virilité, on va dire. Et j'ai noté plein de trucs comme ça, genre, votre premier examen, ça sera dans la forêt. Ah oui, ça, oui. Moi aussi, j'ai noté ça. C'est bizarre, mais la forêt. Ça, tu l'as aussi dans Jujutsu, malgré tout, tu vois, l'examen, le battle dans la forêt. Terminé, je peux continuer. Genre, ils se font leur examen dans la forêt, je vais essayer de pas trop en dire. On va faire plein de groupes, il y a qu'un seul groupe de 3. C'est le groupe du héros, avec le mec qui déteste le plus. Et il y a toujours une fille et 2 gars. Ouais, tu vois, enfin, je sais pas, il y a un moment, je me suis dit, attends, c'est agaçant là, c'est bizarre. Et même cette notion d'objectif affiché, que le héros affiche et que, on va dire, son opposant va afficher, je me suis dit, il y a la même valeur d'objectif important, mais que je peux pas dire. Et puis même dans ce tome 2, la manière dont se termine l'épreuve, je me suis dit mais non, mais là c'est les clochettes que vous êtes en train de faire, tu vois, et du coup ça m'a donné un sentiment très très mitigé de moi tu fais référence à Naruto, je trouve ça trop cool, tu vois, il y a aucun souci. Mais là, j'ai vraiment commencé à sentir des petits coups de coude dans mes côtelettes, tu vois, de dire attends, ne refais pas exactement la même chose non plus, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc j'ai eu un sentiment vraiment mitigé, alors que dans Jujutsu j'étais en mode là c'est un hommage, c'est un hommage, même peut-être sans le penser. Là j'avais plus un truc de là tu reprends des codes, c'est pas l'esprit que tu reprends des codes et des parties narratives. Peut-être la recette était vraiment bonne. Il essaye de la retrouver, tu vois. C'est pour ça aussi que autant s'inspirer des meilleurs, hein, après. C'est pour ça que je disais que ce manga n'aurait probablement pas été de la même manière dans le Jump, puisque dans le Jump il l'aurait peut-être pas laissé faire autant de clins d'œil et de références peut-être. Et puis ça peut être aussi totalement innocent. Anodin, là je pense pas. Innocent, je pense pas, parce que c'est vraiment bizarre. Tu vois le truc des groupes, je sais pas, moi après, on parlera à la fin de l'émission. On parlera de Seraph of the End à la fin de l'émission. C'est exactement ça. En fait, toutes les scènes dont tu viens de me parler, elles sont aussi dans Seraph of the End, par exemple. Ouais, mais Seraph of the End, c'est pas un manga culte, tu vois. Non. C'est un manga tu vois, qui a sa notoriété et tout. Mais là, t'es allé chercher l'un des dieux, tu vois. T'es allé on est chercher d'accord. Un gars, mais je l'ai dit, d'habitude, moi, c'est le genre de truc qui me fait plaisir. Ouais, mais quand je vois des petites références, là, je me suis senti un peu gêné. Dans le sens, genre, ça serait bien que tu fasses ton truc tout seul aussi quand même. Mais c'est 2 tomes, hein, donc. Oui. Et puis, il y a ce truc aussi que Naruto, c'était très japonais, quoi. Le ninja, les kimonos, le folklore. Et là, t'es dans le folklore. Enfin, Momotaro, tu peux pas faire plus. Pas faire plus japonais, on est d'accord. Shimataro, peut-être il va y avoir un crossover. Tu vois, justement, typiquement, ça c'est encore un des trucs qui me fait poser cette question. C'est un des trucs rigolos et qui était cool et attrayant de Naruto, c'était de mélanger de la culture ninja qui était ancienne avec de la culture plutôt moderne. Street, ouais. Vraiment. Et là, j'ai senti le même truc, dans le sens où on part d'une légende japonaise qui est très très connue, et on arrive avec un héros qui est fan de fusils, de guns, tu vois. Sur cette partie-là, alors sans les guns, mais Black Torch a aussi cet esprit un peu mélange comme ça, mais comme d'autres, Shinobi Squad était aussi un petit peu comme ça, Tokyo Shinobi Squad dans le Jump. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on va sur des mangas dans du Jump, c'est ça qui est marrant. Alors ça en est pas un. Ouais, c'est marrant. Ça en est pas un, mais tu sens les. Bon, après la recette est géniale, et encore une fois, autant s'inspirer des meilleurs. On est d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et donc ce truc complètement fou, c'est son pouvoir.
son pouvoir avec les guns, quoi. Ah bah, pour moi, son pouvoir, il a intérêt à évoluer. Parce que là, à l'instant T, c'est-à-dire que son pouvoir, c'est de pouvoir sortir. Parce que donc, le héros est fan d'armes. Ouais. Je sais pas s'il y a un nom pour ça, tu vois. Il a l'air de faire du airsoft. Parce qu'il y a une scène au début où tu vois qu'il a plein de guns dans sa chambre. J'ose supposer que ce sont des répliques. C'est des faux, on est d'accord. Et je crois comprendre qu'au Japon, c'est plutôt pas commun, mais que le airsoft se pratique. Voilà, ça se pratique peut-être beaucoup plus que chez nous. Ouais, et puis je pense qu'une fois que les mecs veulent... Enfin, comme les mecs ou les filles aussi, hein, il y a ce côté très précis, très... t'es amateur, mais t'aimes bien aller au fond des choses, tu vois. Le geek. Voilà, exactement. Le geek qui connaît l'armement. Mais lui, c'est un geek de gun, ouais. Mais ça, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper original. Je me suis dit, attends, son pouvoir, c'est une arme, alors que c'est vrai que pour moi, dans les shonen d'action, d'aventure, la plupart du temps, l'arme, c'est plutôt que t'es quelqu'un sans pouvoir. T'es quelqu'un en soutien. Ceux qui se servent bien des armes, ça va être le mec qui est un sniper ou le mec qui voilà, c'est l'humain, on va dire. C'est l'humain, alors que le pouvoir est tenté de... Et les pouvoirs que t'es censé avoir, ils sont censés te transformer en méta-humain, on va dire, tu vois. Je prends toujours dans ce cas-là l'exemple des Avengers, tu vois. On va même les prendre sur le cinéma. Tu vois, t'as les super-héros qui sont... t'as un dieu nordique, t'as un super soldat, et t'as Hawkeye qui tire des flèches, t'as la veuve noire... Bref et tout, on va dire, mais c'est juste une humaine super forte. Mais là, on parle de gens qui sont beaucoup plus forts. Et j'avoue que j'ai trouvé ça assez original de me dire, ouais, il est bon en armes, du coup, son pouvoir va dépendre de son imagination des armes et de sa connaissance des armes. Parce que comment sont les pouvoirs très particuliers, parce que chacun a des pouvoirs vraiment particuliers dans ce manga. C'est ce qui m'a rassuré. Le pouvoir est fait à partir de son hémoglobine. Ouais. Donc il faut avoir du sang qui sort de soi-même. Et de son imagination. Il matérialise. Tu matérialises ensuite une arme par rapport à ton sang. Donc Yashiki, le héros, ça va être des guns. Le mec en face, il va faire des espèces de tronçonneuses et des lames et tout. Ouais. C'est très impressionnant. Ouais, après, tout a beaucoup de style. On est d'accord que tout est vraiment stylé. En fait, son truc des armes, je trouve que ça fonctionne évidemment la première fois qu'elles sortent, parce que ça donne une double page qui est magnifique, où il se retrouve avec une 50aine d'armes autour de lui et compagnie. C'est vrai que graphiquement ça envoie en plus. C'est super beau, mais effectivement pour moi ça a sa limite. Et dès qu'on va un petit peu plus loin dans le titre, t'as d'autres persos qui ont des pouvoirs de sang où tu dis ouais, j'aimerais bien qu'il aille vers ça parce que c'est quand même très très cool. Et la fille, le pouvoir de je la pensais fille. à elle. Ouais. Je pensais justement à elle, où elle, là aussi ça déchire. ressemble. Là pour le coup, j'ai trouvé ça cool et j'ai trouvé ça ambitieux dans le sens où je vois très bien où ça peut être beaucoup plus cool après, alors que juste des armes. Et l'ambition est naissante au fur et à mesure, mais le prof avec son parapluie. Ouais, c'est cool aussi. Mais lui, c'est un techos de l'armement aussi au final. C'est un techos. Ouais, mais c'est un Kingsman. Ah oui. Mais attendez, c'est complètement militarisé ce manga, c'est bizarre quand même. Mais grave, c'est très très militaire. De toute façon, même l'entraînement, je le trouve plus militaire que dans beaucoup d'autres mangas. Et en plus d'être militarisé, ça saigne de partout parce que ils sont obligés de saigner pour faire leurs armes, mais en plus ils s'en mettent plein la tronche. Mais c'est cracra comme tout. Alors c'est là que je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que normalement une effusion de sang est censée provoquer chez le lecteur une certaine empathie en disant ah il se blesse et compagnie, mais là ils sont obligés de se blesser pour créer leurs armes. Du coup, moi qui sorte du sang, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, quand j'ai avancé dans le manga, je me suis dit, mais dis donc, en plus d'être sanglant, c'est hyper cruel comme truc. Et on le voit avec l'arrivée des premiers méchants, on va dire. C'est que les Momotaro, en plus d'être méchants parce qu'ils sont méchants pour le moment, en fait, ils sont hyper cruels avec les humains. Et t'as de la tête décapitée. C'est pas des humains, c'est des Oni. Non, oui, mais c'est pour ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, alors oui. j'aimerais. Ouais, enfin, il y a un moment, c'est tous des humains là. Oui, tu vois, oui, bien sûr. Ils se comportent comme des humains tarés, des humains besoin, mais ils se comportent à peu près tous comme des humains. Et j'ai trouvé que les ennemis, pour le moment, ils étaient vraiment cruels et ils jouent avec les corps humains, ils jouent avec les corps qui viennent de dépecer. Ils sont très cyniques. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment accroché à Togenanki. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est quand j'ai vu ces antagonistes arriver, se servir de leur pouvoir de cette manière, cette cruauté, ça m'a retourné. J'ai fait, mais
Ok, on va avoir ce niveau de base. Enfin, j'espère que ça va être maintenu dans la suite de l'œuvre avec ce niveau-là, parce qu'en plus, on a inversé les valeurs. Dans la légende japonaise, Momotaro, c'est le gentil. Léonie, c'est les méchants. Ouais. C'est des démons, Léonie. Oui. Momotaro va tuer les démons pour libérer le peuple. Mais on sait pas pourquoi. Et là, c'est l'inverse. Oui. Puisque là, le héros est un Oni et les méchants, c'est les descendants de Momotaro. Voilà. Donc voilà, toutes les valeurs sont inversées en plus. Et là, techniquement, il n'y a pas d'ordre. On ne sait pas vraiment, tu vois, qui sont les. On va dire qu'on suit les gentils parce qu'on suit le héros. Mais en soi, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Tout l'univers est très... ouais, comme tu disais, ça va tellement vite, il y a très peu d'infos. Hein. Donc pour l'instant, on n'a que les points de vue de Shiki, quoi. Donc, ah oui, c'est vrai que ça va pas très loin. Mais d'un loin. côté, on a des persos qui sont humains avec leurs faiblesses. Ouais. Et de l'autre, on a des mecs qui sont assez monstrueux, quoi. Vraiment, ce qu'ils font avec les corps humains. Et puissants. Je suis d'accord avec Max, c'est-à-dire que moi la vue du sang, bon, j'en suis plus au truc où ça me choque. Par contre, la vue de cruauté, oui. Et là, c'est vraiment cruel. Enfin, vous vous souvenez le passage avec le gosse ? Oui. Là, on est sur de la cruauté pure. Là, c'est vraiment, on veut te dire que ce manga va être différent. Oui. Ça va être différent dans ce qu'on va te montrer. Et puis en fond, donc il y a ce doudou de la légende japonaise de Momotaro. Lecteurs français, on commence à connaître un petit peu. Enfin, les lecteurs d'un certain âge, un peu plus avancé, on commence à connaître le nom. En tout cas, ne nous est plus inconnu aujourd'hui. Mais Momotaro au Japon, c'est un truc de malade. Je sais pas ce que t'appelles un truc de malade. Non, mais je veux dire, c'est connu d'absolument tout le monde. Bah oui, mais comme, je sais pas, genre Cadet Roussel, tous les Français connaissent, tu vois, ou je sais pas, non. Je sais pas si t'as pris le meilleur exemple. Oui. Moi, je sais pas de quoi tu parles, ou par Pierrot, enfin, je sais pas, c'est un personnage que... Guignol. Oui, peut-être. Ouais, j'allais dire le grand méchant loup. Ouais, comme ou ça, le grand méchant loup, peut-être. Mais c'est... parce que tout à l'heure, tu vois, tu dis une légende, mais enfin, pour moi, ça n'a jamais été une légende, enfin... plutôt un conte, une histoire. Ouais. C'est une histoire que tu racontes aux enfants. Il y a une comptine que tous les enfants apprennent à l'école maternelle. Enfin, tu vois, c'est très... Tu peux nous la chanter ? Non. Évidemment. Bah évidemment, parce que je chante très faux. Et je ne voudrais pas vous infliger ça, franchement. Non, mais t'as eu raison de tenter en même temps. Mais il y a quand même tout le truc de... donc c'est le petit garçon qui naît d'une pêche, donc on ne sait pas qui il est, est-ce qu'il a des pouvoirs magiques. Une fois devenu grand, il décide qu'il va aller poutrer Léonie, mais tu sais pas pourquoi. Et en chemin, il rencontre un chien, un singe, un faisan à qui il donne des boulettes à base de pêche. Il leur dit « Hey, si tu viens avec moi casser la gueule au Oni, je te file mes boulettes. » Donc, sombre. Ouais, c'est sombre. Voilà. Maternelle, quoi. Voilà, niveau maternel. Donc, est-ce que c'est un doudou ? Certainement, ouais. Oui, c'est une valeur. En tout cas, c'est une valeur sûre pour aborder un shonen. C'est une valeur plutôt sûre. Oui, clairement. Ouais. C'est déjà plus de 7 tomes, Togenanki au Japon, avec un rythme de parution assez élevé. Alors, je sais pas d'infos là-dessus, mais s'il y avait déjà un animé au programme, ça m'étonnerait pas. Ouais. Oui, et en même temps, tu sens que le manga est visuellement très intéressant d'un point de vue anime, vu le nombre de doubles pages. Il y en a, c'était une page sur 3, c'est une double page, vraiment. Puis avec des poses et du style, tu vois. C'est vraiment... C'est limite fait pour. Mais après, les animés, tu vois, justement, on n'est pas dans le Shonen Mag, on n'est pas dans le Jump. Donc l'animé, ça peut être la loterie selon sur quel producteur il tombe, sur quel diffuseur il tombe et tout. Mais ça peut être très très bon aussi. On parle de Togenanki là et de personnages qui manipulent leur hémoglobine, mais ça, on en a dans d'autres mangas, des personnages qui se battent avec leur sang ou qui ont besoin de saigner pour se battre. C'est pas nouveau finalement. De toute façon, dans l'un des mangas à la mode en ce moment qui s'appelle Chainsaw Man, on a l'un des personnages préférés des gens, je crois. Ouais. Power qui est une démone, une homini-démone, qui se bat du côté des Devil Hunters. Son sang lui permet de faire une arme. Il permet aussi à ses cornes de pousser. Elle fait des épées, une lance, un marteau, et c'est un des personnages qui a le plus de style dans ce manga. Je sais pas si c'est en rapport avec le sang, mais c'est aussi un des personnages les plus populaires de la série. Mais moi, je trouve que c'est la queen, tu vois. Enfin, je l'adore. Elle est tellement barrée. Et elle est tellement... Enfin, elle est super, vraiment, Power, parce que elle est complètement starbe, elle a des réactions de démon, quoi, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs qu'elle fait pas parce qu'elle considère que c'est pas à elle de faire ça. C'est pas logique. Ouais, et voilà, elle est pas un humain, elle va pas s'abaisser à faire des trucs d'humain.
Mais à côté de ça, elle est super. Des fois, il lui arrive d'être super mignonne, d'être toute. Enfin, peut-être pas inoffensive parce que tu sais jamais, mais il y a une espèce de côté un peu animal sauvage. Ouais, et de sauver une situation avec une voiture, tu vois. Voilà, aussi. Et puis, et moi je trouve que c'est aussi un des rares personnages, on va dire modernes, parce que le sang, c'est quand même un thème qui est très très récurrent dans le manga et que tu peux retourner loin dans le passé pour trouver des références. Mais c'est fait très naturellement avec ce personnage de Power. Et elle le présente surtout sur quelque chose de positif, sur un jour positif. Pour elle, c'est quelque chose de chaud, de rassurant, de douillet. Enfin, et je trouve que c'est sympa aussi qu'elle incarne ça, quoi. Et elle est habillée en blanc. Oui. Je sais pas si vous avez remarqué, non mais c'est rigolo, tu vois. Faut que le sang soit visible. Ce choix d'habiller ton personnage en blanc alors qu'il se sert de son sang pour se battre. Et alors petite anecdote rigolote, si je sais plus ce que je tapais sur Google pour Power, mais alors la troisième occurrence, la troisième proposition, c'était Power taille. Les gens se demandent quelle taille elle mesure. Okay. Voilà, ouais, mais sachez que c'est comme ça. Je sais pas si c'est la même chose pour Eren en tout cas, mais Eren c'est un autre personnage dans le manga qui a besoin de son sang pour se battre. C'est Eren. Eren c'est le héros du manga L'attaque des titans, et pour lui le sang a une double valeur parce que d'un côté il y a l'hérédité. Il a eu besoin de son sang pour hériter de ses pouvoirs, et en même temps il a besoin de se blesser à sang pour pouvoir se transformer. C'est pour ça que lui dans son cas c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que son sang est son pouvoir, mais en soi il ne maîtrise pas son sang. Et il ne maîtrise pas son sang, il a besoin de son sang pour se transformer en titan. Donc c'est un petit peu plus complexe, et comme tu dis, tu as cette double lecture de son sang d'un point de vue héréditaire, c'est ce qu'on lui a confié, et en même temps son sang lui permet de se transformer en titan. Mais effectivement tu as toute la symbolique, cette double symbolique qui est hyper intéressante dans l'attaque des titans, qui est le côté hérédité et le côté pouvoir complètement démentiel, quoi. Mais j'aime bien le fait de devoir se blesser à sang, tu vois, à chaque fois tu vois mettre la main à la bouche pour se mordre. T'imagines la douleur. Enfin, dans l'attaque des titans, et des fois, ils vont vraiment à se blesser. Bien sûr. Ils passent leur temps à se blesser. Après, ils ont des pouvoirs. Ils sont pas vraiment blessés. Régénération. Tout à fait. Si je change de manga, que je vais sur My Hero Academia, on a deux personnages qui se servent de leur sang, ou deux sangs en tout cas. Parce que la première, c'est Himiko Toga. C'est l'un des principaux antagonistes de My Hero Academia, et elle, son pouvoir, c'est de se transformer en la personne dont elle ingère le sang. Du coup, elle est obligée de se balader avec des petites fioles de sang sur elle, de gens à qui elle va voler un petit peu de sang. C'est stylé. Je sais pas. Elle a une petite trousse. Moi je trouve que c'est le perso qui a une utilisation du sang la plus intelligente, dans le sens où moi quand ce perso il est arrivé, je l'ai trouvé détestable tout de suite parce que c'était un perso classique lambda de fille complètement folle, tu vois, complètement charbée, qui est amoureuse du héros, et en même temps quand j'ai vu l'utilisation de son pouvoir, c'est limite celle que j'ai trouvée la plus intelligente et la plus logique. C'est-à-dire qu'elle a besoin du sang pour pouvoir s'approprier complètement la personnalité et le physique de quelqu'un. Et j'avoue que c'est un perso sur lequel j'ai vraiment beaucoup changé d'avis. Je l'ai pris comme une espèce de bimbo taré, tu vois, mais qui était pas spécialement intéressante. Au final, je suis là à me dire, ah ouais, mais en fait, avec son pouvoir, elle peut faire énormément de choses. Et puis la façon dont l'auteur a travaillé son personnage. Et de toute façon, c'est le truc de My Hero Academia, c'est que tu peux avoir un pouvoir, tu vois, son pouvoir, il est hyper handicapant, c'est-à-dire qu'elle ait besoin du sang de la personne, c'est quand même un peu compliqué. Mais elle en fait quelque chose de très bien. Et ça, c'est un des trucs de My Hero Academia, c'est l'utilisation des pouvoirs. Même si ton pouvoir est pas fou, tu peux en faire quelque chose de complètement malade. Et puis elle a inventé du coup la petite trousse à fiole de sang, qui est très pratique pour la vie quotidienne. Oh, les vampires l'avaient fait avant. Moi je ferais bien un parallèle bad girl entre alors elle c'est une antagoniste, mais entre elle et Power. Power est soit du côté des personnages principaux, mais c'est une vraie bad girl, et Himiko Toga elle est du côté antagoniste, mais c'est une vraie bad girl, et je sais pas, j'aurais envie de les mettre au même niveau, tu vois. Dans My Hero Academia il y a un autre personnage qui utilise son sang. Bon, alors pour l'instant on l'a pas encore énormément vu, c'est Vlad King. C'est l'autre prof principal, celui de la classe B. Celui de l'autre classe, le héros sanguinaire. Alors, c'est marrant du coup qu'il soit du côté pédagogique et donc du côté du bien, parce que lui, il manipule son sang hors de son corps. Et tu sais, il peut même l'utiliser pour bloquer quelqu'un. Voilà, c'est un super pouvoir, mais pour l'instant, il fait un peu office de figurant.
Bah en vrai c'est un super pouvoir assez basique, tu vois. Enfin tu me dirais qu'il contrôle l'eau, je te dirais oui c'est la même Oui, mais là chose. c'est l'eau de son corps, quoi. L'eau colorée. Oui, non, mais voilà. oui, bah, on a de l'eau dans notre corps, tu vois. C'est vrai. C'est assez basique pour moi, et surtout, il a pas vraiment été très mis en avant, quoi. Non, à très l'heure peu. actuelle. Même pouvoir que Vlad King, mais c'est Ganta, le personnage principal de Deadman Wonderland. Lui, il fait la même chose, mais il s'en sert différemment. Bon, d'une part, c'est le héros de l'histoire, donc on voit que Oui. lui. Et lui, il tire avec son sang. Il fait le Ganta Gun. Et comme Eren, il doit se mordre le doigt à sang à chaque fois pour servir son pouvoir. Ouch. Ouais, mais c'est toujours douloureux. Moi, chaque fois que je les vois se mordre à sang, je me suis jamais mordu à sang, moi. Non, non plus. Non, moi non plus. On m'a mordu au sang, mais non, mais je rigole. Ah non, je rigole peut-être pas. Mais je pense que justement Ganta, j'ai l'impression que c'est le personnage dont l'auteur de Togedemaru c'est le plus inspiré. Il y a même une scène où je vois un rapport direct entre Deadman et Togedemaru, dans le sens où alors ça concerne pas le héros principal, mais l'opposant du héros, son Sasuke, on va dire. Oui. Il y a un petit flashback qui dure qu'une seule scène où on voit toute sa salle de classe où tous ses potes ont Oui, été c'est vrai. trucidés, et a priori ça va être sa quête de vengeance, et ça tu vois exactement cette scène dans Deadman Wonderland, ouais. Le manga s'ouvre là-dessus, donc je pense qu'il y a une inspiration très forte là-dedans. Mais excellent manga, on n'en parle pas assez souvent d'ailleurs de Grave Deadman de Wonderland. Deadman, ouais. C'est Parce vraiment qu'il a mis très, du temps très à se finir, mais c'est pour ça. Non mais c'est vrai. C'est vrai. La fin, quand ça met du temps à se finir, soit ça devient culte, soit on l'oublie. Et puis là, c'était vraiment le dernier tome qui a mis beaucoup de temps à sortir. Mais c'est vraiment très très bien. Je reviens sur une autre série dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est Jujutsu Kaisen. Ouais. Julie, dans Jujutsu, on a Shoso, un antagoniste, un des antagonistes dans Jujutsu Kaisen quand il arrive. Il peut transformer son énergie occulte en sang, et ce sang, il va le manipuler comme dans Togedemaru pour faire une faux, il peut tirer, il fait ce qu'il veut en fait. Ouais, mais enfin, encore plus que le pouvoir de Choso, c'est sa genèse, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un personnage incroyable. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet auteur, des fois, tu te demandes. Parce que c'est quand même c'est un embryon ou un fœtus, qui est maléfique et qui et s'est transformé en démon, à visage humain, mais il y a toute cette partie-là de l'histoire qui, moi, je trouve, est incroyable et fascinante, parce que il y a ce côté, son histoire est absolument cruelle, et absolument tragique, puisque donc ils étaient 9 et puis il reste que lui. Je suis désolée de m'étendre là-dessus, mais moi je trouve que il représente vraiment ce que le sang ça peut avoir de cru et d'organique, et qui est effectivement très mis en avant dans Jujutsu Kaisen, et que pour l'instant j'ai pas vu trop dans Togedemaru, mais encore une fois il y a que 2 tomes qu'on a c'est-à-dire lus. que Shoso, on le voit pas arriver du tout au tome 2. Non, exactement. Clairement. Donc je trouve que ça va être et puis il y avait l'autre personnage qui a donné le sang de Shoso, qui lui a donné son pouvoir, qui est Noritoshi Kamo, d'où vient l'hérédité du pouvoir de Shoso, du clan Kamo. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, le sang, c'est vraiment l'histoire de la lignée, de l'hérédité qui est en jeu, et de la transmission aussi des pouvoirs. Et c'est ça aussi qui est mis en avant, que ça soit, tu vois, pour Kamo, l'histoire du clan Kamo dans le Jujutsu Kaisen, ça veut bien dire qu'il y a un peu chasse gardée autour de ce qui est dans la famille, tu vois. Il faut faire attention à ce que tu transmets, et c'est pareil dans l'Attaque des Titans. Le pouvoir royal, le sang royal, il faut qu'il soit préservé, il faut qu'il soit transmis. Et je reviens à Naruto, le Dojutsu, le Byakugan, tu vois, c'est la même chose. C'est pour le dire. Et moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui court dans la pop culture japonaise, donc ça raconte quand même quelque chose sur l'histoire, tu vois, des valeurs au Japon. Après, dans ces mangas-là, je pense que justement ce que tu dis là, l'hérédité qui vient du sang, que ça soit dans l'Attaque des Titans ou dans Jujutsu Kaisen ou dans Naruto, ce truc héréditaire, justement, c'est une des thématiques qui est abordée, c'est comment affronter cette hérédité, et en fait, ça veut dire comment affronter ton passé familial, comment l'affronter et le surpasser, aller au-delà de ton héritage et de te construire comme personne ça peut propre. Être une des options. Ça peut être une des options, oui. Ou est-ce que tu dois te conforter à ton destin, ou est-ce que tu dois l'affronter pour prendre ta vie en main? Oui. Et puis, en fait, moi, je pensais aussi au fait que, par exemple, dans le droit japonais,
c'est le droit de sang qui prime. Enfin, je veux dire, il faut... en tout cas, il a fallu pendant très longtemps prouver que tu descendais de telle ou telle filiation pour prétendre à des droits, ou bien c'est pas du tout comme en France, le droit du sol, où on est quand même un peu plus détaché, je trouve, de cette idée. On est plus administratif. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être pas plus mal. Hein. Peut-être. C'est peut-être pas plus mal. Mais c'est vrai que entre cette partie héréditaire et l'idée des groupes sanguins dont on parlait en tout début d'émission, on est sur un truc, il y a un truc entre le Japon et le sang, il y a quelque chose quand même. Ah bah complètement. Et donc Julie, raconte-nous un petit peu cette histoire dont tu parlais dans l'intro. Ces classifications des caractères japonais selon ton groupe sanguin. Est-ce que le Rhésus compte déjà ? Écoute, moi j'ai pris une explication et il parlait pas du Rhésus. D'accord, donc c'est vraiment A, B, AB et O. Exactement. Donc le Rhésus, ça peut avoir une incidence, mais pas tout de suite forcément. Je sais pas, mais non, moi j'ai trouvé donc cette histoire, parce que c'est vrai que c'est un peu fou quand tu y penses. C'est c'est beaucoup plus ancien que ce que moi je pensais, puisque ça existe déjà depuis les années 30. Puisqu'en 1927, il y a eu un livre d'un médecin qui reprenait des théories occidentales, qui donc a été traduit et qui a été très populaire au Japon. Et donc qui expliquait qu'il y avait donc 4 grands groupes sanguins. Et que donc ils pouvaient avoir une influence sur les caractères des gens. Et qu'on pouvait donc déterminer 4 grands traits de caractère en fonction du sang que les personnes avaient, quoi. Très bien, alors voilà, allez prendre votre carte de groupe sanguin maintenant et on va vérifier si vous êtes si c'est bon, si ce monsieur japonais a raison, et si toute la croyance japonaise est bonne. Après, dans les années 60, dans les années donc 30, vous connaissez le contexte historique, c'était pas incroyable. Et on va dire que après les années 50, ça a été un peu oublié et c'est revenu à la mode dans les années 70. Peut-être aussi avec l'essor de la pop culture, je pense. Et donc, il y a eu cette idée que, les A, ils sont plus gentils et donc organisés. Les A, c'est les gentils et organisés. Voilà. Donc, je suis pas A. Écoute, moi, il paraît que je suis A et je me retrouve pas du tout dedans. Mince. Ok, les B, c'est quoi ? C'est passion et rébellion. Passion et rébellion pour les B. Ouais, je crois que Cagnard est B. B comme bagarre, on le savait. Ouais, on va dire ça. Et donc t'as A, B, et du coup ils sont un peu en contradiction, quoi. Ils sont un peu les deux, et il y a un petit grain de folie chez les AB parce que ils sentent qu'ils rentrent pas tout à fait dans les cases. Et donc les O seraient optimistes et auraient beaucoup de charisme, et donc seraient souvent à des postes de leader et de leadership. Vous savez qui est haut ici autour de cette table. Voilà. En tout cas pour l'optimisme, je confirme. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont A ou B que O, par exemple. Bizarrement. Bizarre. Tiens. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au Japon, ça a une très très forte incidence parce que de façon journalière, comme les horoscopes chez nous, ils ont aussi les horoscopes que nous on connaît, ils ont les horoscopes chinois et ils ont les horoscopes du sanguin. Donc en fonction des jours, on peut te dire aujourd'hui vous allez avoir une très forte chance au jeu, tu vois, genre les trucs complètement voilà. Et il y a des gens qui suivent ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que ça me fait pas du tout penser à Poudlard, quoi. C'est vraiment pas du tout genre t'es de cette école, tu es brave et valeureux. Ouais. Mais en tout cas, c'est une croyance qui est pas du tout qui est assez forte, qui imprègne quand même le quotidien, tu vois, les gens dans leurs décisions au jour le jour, des fois ils consultent leur horoscope, comme beaucoup de gens le font, même chez nous. Mais il y a ce truc du sang, et c'est un peu terrible parce que il y a eu des moments où ça pouvait déboucher sur de la discrimination. Parce que, par exemple, que ça soit à l'embauche Quel est votre groupe sanguin ? Non, mais j'ai besoin d'un manager, il me faut quelqu'un qui soit haut. Voilà. Et vous êtes AB, et j'ai pas besoin de cette folie. Non, ça Est-ce que tu sais si sur le CV, il faut mettre son groupe sanguin ? En fait, je crois que c'est peut-être pas une obligation,
mais ça peut être demandé. Un peu comme la photo. Conseillé, voilà. Ouais. Parce que c'est, enfin comment dire, c'est au Japon dans les écoles par exemple, il y a beaucoup plus d'examens médicaux en commun. C'est-à-dire que à des moments réguliers de ta scolarité, tu vas être mesuré, tu vas être pesé, et on va prendre ton sang ou bien tes selles pour faire des analyses qui vont bénéficier à la communauté pour savoir qui est en bonne santé, qui ne l'est pas, etc. Oh la loose. Oui, non, c'est affreux. Mais c'était un peu terrible parce que donc, à la fin des années 90, ils ont été obligés quand même de commencer à réfléchir à ce qu'ils ont appelé le blood harassment. Donc, parce qu'il y avait du harcèlement à cause sur les groupes du groupe sanguins. C'est incroyable. Ouais. C'est comme les 2010, là récemment, cette année en France, c'est où tu as eu ce truc sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo où, Voilà. où vous êtes des noobs, on va vous harceler et tout. Non, mais le harcèlement, il peut arriver sur n'importe quoi. Voilà. Alors là, c'était le groupe sanguin. Ceci dit, à la base, c'est quand même un scientifique autrichien qui avait fait une première classification qui a servi à cet expert japonais en 1927. Cette première classification qui a ensuite servi au programme d'un parti qui s'appelle la Nationalsozialist en Allemagne. Si vous voyez bien de quoi je parle. Et aujourd'hui, ceci dit, il y a quand même des gens qui sont très diplômés, des scientifiques qui font des recherches et des bouquins sur le lien caractère groupe sanguin, même en France. Hein. Après, je veux dire, ça dépasse, ce n'est pas que japonais cette idée-là. En tout cas. Je pense que, comment dire, ça peut aller dans les deux sens, quoi. Il y a autant de recherches pour montrer que ça n'a pas d'incidence que. Bien sûr, dans les deux sens, on est d'accord. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même toujours un petit truc à chaque fois quand on voit dans les mangas le groupe sanguin, dans chaque fiche personnage, c'est toujours un truc tu te dis mais pourquoi et puis même dans la conversation, des fois on peut te dire je suis sûr t'es toi, enfin tu vois. Comme en France où on peut te dire mais toi t'es un Gémeaux, mais ça se voit, t'es Gémeaux. Ça n'a aucun sens. C'est parce que j'ai un frère Gémeaux ou... Les mangas, est-ce que ils s'abstiennent de représenter le sang? Parce que le manga, même plus largement, je vais réduire ma question. Le manga shonen s'abstient-il de représenter le sang? Puisque en France, on fait non, les enfants, on va pas leur montrer du sang dans nos dessins animés. Les dessins animés japonais viennent pour la plupart des mangas. Est-ce qu'on montre du sang dans les mangas? Moi j'ai l'impression que quand même le gore est quand même beaucoup plus présent depuis quelques années. On avait même fait une émission là-dessus et que il y a de plus en plus de porosité entre le seinen et le shonen, quoi. Donc même sans ça, moi j'ai l'impression que le shonen ado s'est jamais abstenu de représenter le sang. Hokuto no Ken, tu vois, ça commence à remonter maintenant, mais dans le manga, je parle même pas du dessin animé, ça c'est encore autre chose, mais dans le manga, on représentait le sang. Moi je lisais des BD à l'époque. Dans Astérix, il n'y avait pas de sang, tu vois. Dans Boule et Bill, il n'y avait pas de sang. Et puis mais en dans plus, Dragon Ball, mais dans Dragon Ball ou dans Hokuto no Ken, alors c'était fait différemment, mais il saignait, quoi. Dragon Ball, il saigne du nez beaucoup. Il saigne du nez, c'est autre chose, on en reparlera tout à l'heure. Mais même, tu vois, il avait du sang au coin de la bouche quand ils se battent et tout. Ça se bagarre, quoi. Alors oui, c'est en noir et blanc, mais dans l'animation, tu le voyais aussi, quoi. Et même si, parfois, ceci dit, c'était pas toujours du sang rouge. Et pour des versions internationales, ils changeaient même la couleur du sang. À une époque, dans les années 90, ils faisaient ça aussi. Quelle couleur était? Bleu ou vert. ça se faisait des fois. C'est tellement étrange. Tu sais, les pubs pour les serviettes hygiéniques et compagnie, tu vois, ça me paraît pas si dingue que ça. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'en termes de représentation, tu sens que le sang, ça a une forte valeur symbolique. Et puis finalement on le voit pas tant que ça au quotidien, donc peut-être qu'on a besoin de symboliquement le replacer dans des œuvres parce qu'on a perdu l'habitude de voir du sang. Oui, c'est vrai c'est rare de saigner en vrai. Ça dépend le couteau. Ça dépend du couteau. Bon, pour les femmes c'est peut-être encore différent, mais oui, c'est ceci dit. Je pense que il y a quelques années encore, c'était beaucoup plus fréquent, je sais pas, tu vois, tout ce qui est les abattoirs, tout ça, dans les fermes, les gens, ils tuaient leurs animaux. On voyait le sang, c'était quotidien, Effectivement. Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a plus tout ça. Non, c'est pas... C'est un peu déconnecté, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, mine de rien, je pense qu'en anime et en manga, c'est assez différent sur ce point-là. Je prends l'exemple de Seven Deadly Sins, par exemple. Le manga, je trouve, est très sanglant et... il n'est pas sanglant à outrance, il est sanglant à cause
des pouvoirs des persos. Je pense à Ban typiquement, tu vois, qui est immortel. Donc ça va être un prétexte à montrer aussi des scènes assez sanglantes. Alors que en anime, Seven Deadly Sins, c'est hyper coloré. Et j'ai l'impression que tu vois pas autant de sang que ça, tu vois. Au final, c'est je pense que les auteurs de manga papier, ils se permettent un peu plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ma première lecture de One Piece, tu vois, la première fois que je l'ai lu. C'est un des premiers trucs qui m'avait marqué, c'est il y a un meurtre dans le tome 1 de One Piece. Il y a un meurtre quand tu sais, il y a un groupe de pirates qui débarquent sur une île. C'est des pirates un peu bolos, mais ils font le taf. Et il y a l'équipage de Shanks qui arrive. Et le premier truc qui arrive, c'est un mec qui tire à bout portant sur un des pirates. Et ça, je sais que pour moi, ça a été très radical. En mode ça, c'est des vrais pirates. Et tu vois du sang qui est noir. C'est un manga, c'est en noir et blanc. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est un truc qui m'avait marqué, genre ça tu ne peux pas l'avoir ailleurs. Mais moi ça m'avait fait exactement la même chose quand vraiment la différence BD et manga, elle a été flagrante et elle l'est encore un peu aujourd'hui. Et imagine-toi essayer de le montrer dans une BD franco-belge, exactement. Cette séquence, de la montrer en franco-belge, c'est-à-dire un mec qui tire à bout portant dans la tête de quelqu'un, comment tu fais ? En fait, tu vas juste pas montrer, tu vas montrer le mec qui tire, mais tu vas pas montrer. Voilà, ça sera du hors cadre. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper différent. Et je pense que c'est quelque part ce qui nous a un petit peu attiré aussi dans les dessins animés du Club Dorothée à l'époque. Et quelque part, c'est aussi pour ça que les mangas, que ça a posé problème. C'est-à-dire qu'il y avait du sang. C'est quelque chose qui est quand même très humain. Mais quelque chose qui n'est pas jeunesse. Non. C'est, toute la différence, pour moi, elle est là. Et exception faite du franco-belge, en fait, pour moi, le manga et le comics, ils ne se gênent pas pour le montrer. Je veux dire, si tu prends des comics Marvel, t'en as du sang, t'en as aussi, alors t'as pas des gerbes de sang, mais comme dans le manga, je trouve. Ça dépend. Et dans les dessins animés, t'avais aussi des passages, pas forcément, ça n'en mettait pas partout, tu vois, mais t'avais des passages sanglants aussi dans les dessins animés issus des séries Marvel. Bien sûr, et juste au moins il saignait, alors que dans une BD franco-belge, tu vas montrer des bleus. Tu vas pas montrer du sang, tu vas montrer des bleus, tu vas montrer un œil au beurre noir, tu vois, c'est des signes de bagarre. Non, c'est toujours abstenu de ça, de ce genre de choses. Ou alors tu montreras une petite goutte de sang, tu vois, mais c'est vraiment un truc qui pour moi reste vraiment propre au franco-belge. Du coup, ça m'a posé la question, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une espèce d'autorité en France, tu vois, qui serait là pour réguler, tu vois, le flot. Non, mais le niveau de violence, parce qu'on parle de sang, mais je pensais juste à un niveau de violence. Donc, juste en cherchant un petit peu, en fait, il y a une loi, c'est la loi du 16 juillet 1949, qui était censée pas limiter les nombres de sang, mais qui était censée censurer, on va dire, le niveau de violence. Sauf qu'en creusant un petit peu, en fait, cette loi-là, et c'est une loi qui est toujours active à l'heure actuelle, elle est plus utilisée du tout, mais en fait, elle était là pour limiter le nombre de productions américaines, de comics américains qu'on pouvait avoir en France. Donc les vieux Strange, les trucs comme ça, l'idée n'était même pas... Alors, mais elle interdit quoi, la loi ? Elle interdit de montrer quoi ? En fait, la loi interdisait de montrer des choses violentes, tout simplement, en général. Mais sauf les mecs en slip, ça va, tu vois, genre, en fait, les mecs en collant. Mais non, mais justement, c'était ça le truc. Le truc de cette loi, c'était que légalement, elle disait qu'il ne fallait pas montrer de choses violentes. Sauf que le sous-texte de cette loi, c'était d'essayer de limiter l'importation de bandes dessinées étrangères, mais là on parlait que de comics, on parlait même pas de manga à ce moment-là, tu vois. Et du coup, ils ont utilisé ce principe-là de dire les comics sont violents, les Barbarella, les Strange, les trucs comme ça, et donc ça permettait de limiter et de favoriser la production française. Cette loi, elle est encore active, sauf qu'elle est plus du tout, à aucun moment, on pourrait faire interdire tous les mangas, ça veut dire. Exactement. Oh mon Dieu. On pourrait se faire beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui différencie, parce que cette loi, je pense vraiment pas qu'on puisse dire que tu as des auteurs comme aux États-Unis où il y a vraiment eu des comités de censure et compagnie. Là, il y a eu un comité de censure, mais le comité de censure visait à limiter l'importation de bandes dessinées étrangères. Donc, c'est vraiment purement de l'autocensure en France. Dans le cadre des bouquins jeunesse, en fait, chaque éditeur est tenu, et quand je dis est tenu, c'est pas une loi, c'est pas une règle, c'est que chaque éditeur sait ce qu'il
peut ou ne pas publier dans un truc jeunesse. Mais c'est complètement dépendant de chaque éditeur. Alors qu'aujourd'hui, c'est implicite, hein, malgré tout, Naruto, j'étais encore dans une librairie il y a quelques jours. Il y avait il y a des nouvelles PLV Naruto dans les magasins, des nouveaux tourniquets, comme on appelle ça. Naruto dans les magasins. Et là, je vois un petit 7 ans, 6 ans qui se jette, qui fait mon nouveau Naruto, et il se jette dessus avec ses parents qui lui courent derrière. Et dans Naruto, ça saigne partout, hein. Oui. Moi, Naruto, ça envoie, hein. One Piece, j'avais un peu oublié, mais Naruto, c'est très sanglant. C'est très sanglant. C'est très cruel aussi. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que le sang, ça apporte la cruauté, quoi. Et puis il voit juste le combat Sarutobi-Orochimaru. Le final qui est porté avec l'épée. Ouais. C'est ça, c'est une même giclée, le combat de Zabuza, oui, même le combat de Zabuza, tu vois, et ça va avant. Et mine de rien, je pense que c'est quelque chose qui nous a intéressé à l'époque, pas la quête du sang. Je pense que ça, c'est un truc qui a été mal compris à l'époque, qui est peut-être mieux entendu maintenant. C'est que on ne cherche pas forcément la violence, on cherche à voir des séries où on est impliqué, et qui dit implication du héros dit que il faut qu'il lutte, il faut que ça soit dur. Ouais. Et qu'est-ce qui est plus dur que perdre son sang, c'est-à-dire perdre son liquide vital. Il y a rien de plus ultime que de perdre son sang là-dedans, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ça a été mal compris à l'époque, où on disait si c'est sanglant, c'est pas bon. Les gens étaient très premier degré, peut-être. Oui, bien sûr. Oui. Et ce qui peut être mal compris parfois, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas la violence ou le sang, on cherche le sacrifice ultime, on cherche le perso qui va aller au-delà de ses capacités, qui va aller au bout de ses capacités, et je pense que c'est ça qui a été mal compris. Tu y vas jusqu'à perdre ton sang, et à partir de ce moment-là, ça veut dire que t'as tout donné, quoi. Mais en fait, c'est marrant parce que t'as deux doigts de mourir. Me dis, sacrifice, sang, histoire symbolique. Bon, vous êtes chrétien, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que la chrétienté, il n'y a pas plus. Enfin, si, peut-être les civilisations précolombiennes, tu vois, où on sacrifiait des gens vraiment à des dieux de façon presque journalière. Mais là. Le sang, la valeur du sang dans la mythologie chrétienne est quand même très très important. Et c'est vrai que le Japon, il n'a pas du tout cette image-là. Ouais, mais tu vois, ça prouve que cette valeur du sang n'appartient pas à la chrétienté. Absolument pas. Elle a une valeur symbolique dans les récits chrétiens, mais elle en a autant, comme tu viens de parler des populations, on va dire aztèques, compagnie. Si ça, tu n'as pas plus de valeur de sang que le sacrifice humain, mais je pense que ça soit en Asie ou autre, le sacrifice du sang, c'est le sacrifice de soi, c'est le sacrifice du corps. Et ça, c'est une valeur qui est ultime parce qu'on parle de la vie, en fait, tout simplement. En fait, je sais pas, moi ça me fait penser à deux choses un peu très paradoxales. C'est parce que au Japon, il y a le sang, on va dire noble, la valeur, comme tu dis, du sacrifice qui est porté par la caste des guerriers, le bushido, le fait de vraiment complètement s'abandonner à un seigneur ou à un code d'honneur très précis, voire même très 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 rigide. Et lui livrer donc sa vie, son sang. Exactement. Mais à côté de ça, le sang en lui-même est une souillure. C'est-à-dire qu'il y a au Japon, en tout cas il y avait, et maintenant il y a encore des répercussions de cette pensée-là, que le sang est quelque chose qui souille et qu'il y a des personnes qui ne doivent pas être mélangées au reste de la société parce qu'elles ont des professions qui les mettent en contact direct avec cette matière-là. Que ce soit des tanneurs, des bouchers, enfin, c'était réservé à une certaine caste de personnes et qui était très clairement mise au banc. Donc c'est cette ambivalence-là qui est intéressante aussi. Mais c'est intéressant de voir, d'opposer en fait notre vision, nous, du sang. On n'y réfléchit jamais trop finalement, tu vois, on est éduqué aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on est éduqué en France, on grandit en France, on a une vision... qui est la nôtre, mais c'est vrai que c'est intéressant de se confronter à une autre vision de cette chose aussi essentielle qui est étonnante, qui est le sang, quoi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse très courte parce que je viens d'y penser là, mais tu vois, moi quand je vois un perso, un héros qui est en train de saigner, je trouve ça très noble, tu vois, je trouve ça beau, c'est-à-dire moi je vois un mec qui va au-delà de ses limites. Par contre, quand je vois son opposant, le méchant, saigner, j'ai toujours de la peine.
J'ai de la peine parce que j'ai l'impression que le mec est en train de se vider et de se vider en mode genre j'ai full perdu. C'est assez marrant de voir deux persos complètement antagonistes saigner et je les vois pas de la même manière, je les perçois pas de la même manière. J'ai de la peine pour un méchant qui saigne. J'ai jamais de peine pour un héros qui saigne, au contraire. C'est marrant. Je le vois plus grandi parce qu'il est allé au-delà de ça. Alors qu'un méchant qui saigne, un méchant est censé être impeccable, ténébreux, tu vois, et tout contrôler. Le méchant qui saigne, c'est le premier signe de sa défaite. Quand tu fais une petite éraflure sur la joue du méchant, ça veut dire, s'il peut saigner, on peut le tuer. Ça, c'est Predator. Mais tu vois, c'est un signe assez marrant, je trouve. Et puis il y a eu une période aussi où les auteurs n'avaient pas forcément envie de faire saigner leurs personnages. Bah moi, je pense qu'il y a eu un changement. Parce que c'est vrai que c'est aussi un vecteur pour parler frontalement à un lectorat qui est devenu plus large aussi, des injustices, de la mise au ban dont on parlait tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai des réminiscences, tu vois, des années 2000 où tu avais des héros qui fuyaient le sang. Kenshin, sa hantise, c'est d'être un assassin. Il veut absolument pas être là-dedans. C'est parce qu'il en a trop fait couler. Voilà, mais Keitume, pareil, ces vampires, ils sont absolument torturés par cette idée qu'ils doivent consommer du sang, etc. Tokyo Ghoul, il a un dégoût pour le sang. Exactement. Et là, on arrive à un stade où les héros des jeunes, c'est des mecs qui pissent le sang, donc ils sont en pleine santé. Ou qui ont besoin de sang pour se remettre, comme dans Chainsaw Man. On va parler de Chainsaw Man dans quelques instants. On va parler de quelques mangas aussi. On n'a pas encore parlé de vampires d'ailleurs. On va parler de vampires dans un instant. Il y a un dernier truc sur le sang dans le manga qui est un véritable code, mais un code narratif, c'est le saignement de nez. Aujourd'hui, on voit un saignement de nez, on comprend. Non, mais il y a quelques années, c'était pas évident, mais aujourd'hui, c'est clair. Sa signification est très simple. C'est le symbole d'une sorte d'excitation. Et ça, on l'a vu 1000 fois. C'est la pression artérielle qui est tellement forte que paf, on saigne. Ça explose. Que paf, paf, on saigne. Et donc, alors, clairement, il y a des scientifiques qui sont passés par là, et c'est impossible dans la vraie vie. On peut pas on peut pas saigner du nez parce que la pression artérielle à cause de notre excitation a été trop forte. Ça dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça c'est pas possible. Mais alors du coup, l'idée de cette idée métaphorique, elle vient bien de quelque part parce que en plus c'est intéressant de créer une action autour de quelque chose de passif. Oui. Être excité, c'est passif. Mais du coup, ça se transforme en une action qui est visible dans un manga, dans une narration. Donc ça a bien une source, tu vois. L'idée est bonne. Donc ça a bien une source. Et alors ça viendrait de plusieurs choses, soit d'un vieux conte pour ados au Japon, à des époques un peu reculées, tu sais, afin d'expliquer l'excitation hormonale adolescente. Tu sais, les ados, là, quand t'es excité pour un rien. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça sort. Voilà. Et bizarrement, ça jaillit. Et ça jaillit. Donc ça viendrait de là. Et où alors, il y a un autre élément, et ça viendrait d'une légende urbaine japonaise, disons le féodal. À savoir à quel point c'était vrai, je pars sur une légende urbaine, moi. On disait que pour qu'un homme montre son intérêt envers une femme, il devait marcher à ses côtés et se forcer à saigner du nez pour lui faire comprendre qu'il est choqué, qu'il était intéressé par la jeune femme. Et ainsi la cour pouvait commencer. Oh là 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 là. Et donc, putain, en commençant par saigner du nez. Franchement. Écoute, époque féodale, époque féodale. Un mouchoir. Très bonne approche. Et côté manga, on va attribuer la paternité du trick à Yasuji Tanioka, un auteur de gag manga qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 60 et au début des années 80. Et je pense que ce sont des lectures qu'a eu Akira Toriyama, à mon avis, et peut-être Eiichiro Oda, vu l'âge aussi. Je pense qu'il tombait bien sur ce genre de lecture, parce que c'est du gag manga où on peut battre plafond sur ce que faisait Yasuji Tanioka. Donc ça serait lui qui aurait inventé dans le manga le saignement de nez. Mais c'est vrai que, tu vois,
le sang aussi, c'est quelque chose qui est presque animé par un mouvement propre, quoi. Soit il gicle, et ça me fait penser au film de sabre aussi dans les années 70. C'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était redevenu à la mode. Mais genre, il y avait... Moi, je me souviens toujours d'une anecdote. C'est que j'avais une tante française qui avait été absolument à la fois choquée, mais aussi enthousiasmée par les premiers films de Kurosawa qu'elle voyait, parce qu'elle disait « Ah, ça gicle de partout !» C'est incroyable. C'est graphique. Et c'est vrai que Bah oui, c'est très graphique. C'est complètement différent. Et ça te donne une action, mais ils ont refait la même chose avec les films d'ado survival japonais. Ouais. Oui, effectivement, complètement. C'est vrai. Avec Battle Royale même, c'est la à commencer quintessence par là, mais il y en a plein d'autres bien moins connus où il y a une espèce de giclée comme ça. Mais ça te fait une action à l'image. Moi je pense qu'il y a se passe un truc. Ouais, il y a un truc qui se passe. Il se passe un truc effectivement, ouais. C'est marrant parce que du coup, en ayant fait les recherches de mon côté aussi, en fait, je cherchais juste la signification du sang dans la pop culture, et je suis très vite arrivé sur un article en fait qui reprenait un petit peu quand est-ce que les gens saignent, pas à cause d'une blessure. Et en fait, cet article disait que dans le cinéma, on va dire, quand tu saignes du nez. Tu saignes une petite goutte, tu vois, et ça veut dire en fait que ton cerveau est en surchauffe. On est dans un récit fantastique où c'est pouvoir télékinésique. On parlait des X-Men, on parle des Phoenix, tu vois, de Phoenix qui, elle est télépathe, le professeur Xavier. D'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle, la 13 dans Stranger Things, tu vois. Et là, quand il y a trop d'activité cérébrale, ça saigne du nez. Et là, c'est déjà peut-être un peu plus logique scientifiquement parlant. Pas du tout. Ah non pas plus. Du tout. Justement, c'était c'était expliqué direct après. Alors, ni l'un ni le cerveau ne te fera pas saigner du nez. Le cerveau, quand il s'arrête. Il n'y a pas de saignement de nez. Et l'excitation non plus. Et il disait, est-ce que vous avez remarqué que vous avez arrêté de saigner du nez à peu près vers vos 18-19 ans? C'est normal, c'est parce que vous avez souvent arrêté de vous gratter le nez, et c'est l'une des seules raisons en fait pour lesquelles tu saignes du nez, c'est parce qu'en fait les narines sont très fragiles, et t'as les vaisseaux il y a énormément de vaisseaux, et que quand tu saignes du nez, en fait c'est souvent parce que tu te tritures un petit peu trop le nez, tu vois. Et j'ai trouvé le truc assez rigolo, en mode à quel point ça a été mis dans un contexte de fantasy, alors que d'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que tu saignes du nez par petites gouttes parce que ton cerveau a chauffé, ou par flot énorme. Qui a saigné par flot énorme? Moi, les seules personnes, j'ai vu une personne une fois saigner par flot énorme de son nez. C'est parce qu'elle venait de se prendre un coup de tête dans le nez. Et là, effectivement, ça a pété. Oh, la bagarre de rue. Il y a vraiment eu un jet, tu vois. Mais c'est marrant à quel point ça peut devenir un code de l'imaginaire. En soi, c'est vraiment complètement imaginaire. Et ça n'existe qu'au Japon, hein, le code du saignement nez avec l'excitation. Et encore qu'au Japon, enfin non, que pour les gens qui lisent des mangas, mais bien sûr, qui regardent des animés. C'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu fais un micro-trottoir au Japon, quand est-ce qu'on saigne du nez? Quand on se prend un point dans la tronche. Oui. Les gens vont pas te dire parce que il y a que nous qui lisons des mangas qui avons ces codes-là. Et tu sais quoi, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, alors j'étais pas dans une très grande forme à ce moment-là. Je vais faire les courses dans un magasin, je fais la queue pour aller payer, et d'un coup je saigne du nez. Je m'étais pas gratté le nez, on était dans un magasin. Ouais. Et d'un coup, je commence à saigner du nez. Et là, du coup, tu sais jamais s'il faut pencher la tête en arrière, en avant, toutes les théories. Et le premier truc que je me suis dit, il y avait une meuf super belle devant moi. Le premier truc que je me suis dit, c'est genre, oh putain, j'espère qu'elle va pas croire que je suis excité par elle. Alors que, mais attends, c'est quoi ce. Ça a rien à voir. C'est quoi ce principe? Je vois mal, en vrai, tu vois, je vois mal la meuf se retourner et me dire, mais ça le pervers, tu vois. Retourne être étudié près de Tortue Géniale. Non mais c'est ça, mais c'est ouf à quel point c'est le truc auquel j'ai pensé, tu vois. Me dire, au lieu de me dire je vais en foutre partout, je vais dégueulasser le magasin, les gens vont devoir nettoyer, je me suis dit oh putain, j'espère que la meuf devant moi va pas croire que je suis un perve, comme si le saignement de nez c'était le synonyme d'un perve, tu vois. Mais si elle savait. Ah si elle savait, ça serait autre chose évidemment. Parlons un peu vampire, parce que on peut pas parler de manga, de sang, sans parler de vampire, parce que y a énormément d'histoires de vampires dans le manga. Oui. C'est pas forcément notre cam. Non. En général, c'est rigolo. C'est rarement notre cam d'ailleurs. Très bonne.
Oui, on n'a pas forcément aussi. Mais du coup, moi, alors, de mon côté, j'ai sélectionné Seraph of the End, qui est un titre Jump Square, toujours en cours, plus d'une vingtaine de tomes déjà. L'histoire de Seraph of the End, c'est quoi ? C'est l'humanité qui a été décimée par un virus. Toute l'humanité, alors plus ou moins toute l'humanité, sauf les enfants de moins de 9 ans, et pas partout non plus, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je fais vite. Et pas les vampires, évidemment. Un vampire qui en profite pour reprendre le dessus sur l'humanité. Et ils élèvent alors des humains pour se nourrir de leur sang. Ouais. Et voilà. Promise Neverland. Évidemment. Ils les bouffent, mais ils les bouffent crus quand même. Et donc on va suivre le destin de 2 orphelins nourriture. 2 orphelins nourriture. C'est ça, hein, c'est des orphelins nourriture. Leurs parents sont morts, tués par le virus, ils sont élevés par des vampires. Et donc il y en a un qui va devenir vampire, l'autre qui va devenir tueur de vampires. Oh, trahison. Côté humain versus vampire du manga, on va rendre le récit un petit peu moins mièvre que beaucoup de titres de ce genre. Et ici, l'intérêt du sang, il est clair, c'est de la nourriture. Oui. C'est voilà, le sang est vu comme de la nourriture pour pour l'un des camps, contrairement à l'autre qui doit justement préserver et s'aligner parce qu'il y a un virus qui décime certains membres de la population et pas tous les autres en plus. Le virus qui est toujours en cours, hein, donc qui est toujours actif. Donc il y a ce côté, ce sang à préserver face au sang qui est la nourriture. Et donc là, 2 camps s'affrontent. Après le manga se développe assez fortement, mais c'est vrai que c'est un classique du manga de vampire, le sang vu comme une nourriture, quoi. Et j'ai toujours trouvé que le dessin était très joli et rétrospectivement je me dis mais il y a quelques éléments qu'on retrouve dans Demon Slayer. Enfin je sais pas, il y a une espèce de le côté un peu les uniformes, le côté les enfants qui se battent. Là c'est la différence entre démon et vampire. Le démon mange. L'humain, le vampire ne prend que le sang. Mais il y a aussi l'ambiance un peu Japon rétro qui était un peu à la pointe, tu vois, qui était un peu avant l'heure. Et je trouvais que c'était marrant de le refaire, le revoir ressurgir, tu vois. Parce que les humains les humains dans Seraph of the End, disons, ceux qui font partie de l'armée de lutte contre les vampires, ils ont clairement un costume comme ça. Très impérialiste. Totalement. Mais c'est marrant. Puis après, il y a des histoires de démons parce qu'en fait, chaque humain pour pouvoir se battre, parce qu'il n'a pas la puissance d'un vampire, on a toujours cette opposition-là. Il est obligé de pactiser avec un démon pour se servir d'une arme particulière et ainsi de suite. Donc ça donne des choses assez intéressantes sur la partie vampire qu'on va retrouver encore dans Happiness de Oshimi. Alors Oshimi et le sang, c'est aussi quelque chose. Hein. C'est pas. Il a dû lui arriver des trucs. Je vous conseille de taper sang manga. Il y a déjà sur pas Google, mal de choses. Vous tombez sur les liens du sang. Oui, alors les liens du sang, ça c'est logique, mais sur Happiness aussi, cette fois la transformation en buveur de sang est à mettre en parallèle avec les changements qu'on subit à l'adolescence, avec la puberté. Complètement. Exactement. Mais bon, c'est intéressant là d'utiliser le sang de cette manière, parce que contrairement à tous les autres mangas dont on a parlé, là le sang, il est vraiment symbole de malaise. Oui, complètement. Enfin bon, Oshimi, c'est symbole de malaise. C'est vrai qu'Oshimi est symbole de malaise aussi. Moi, il me met pas trop mal à l'aise, malheureusement. Je sens qu'il fait tout pour me mettre mal à l'aise, mais ça ne marche pas. Moi, je trouve que c'est une vision très japonaise, tu vois, de ce qu'on disait tout à l'heure, de la symbolique du sang, tout ça, et dans la conception de la famille. Parce qu'il y a vraiment ce truc de rejet, de répulsion, mais c'est quelque chose qui est en toi et dont tu peux pas te séparer, quoi. Et qu'on retrouve après dans les liens du sang avec cette mère totalement toxique qui te met encore plus mal à l'aise. C'est une espèce de force auquel tu peux pas échapper. Et qui est complètement en plus qui peut programmer donc certaines choses, genre ton embauche ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il a ce côté très répulsion, quoi, pour le sang et tout ce qui découle de ça. Et puis dans Happiness, c'est encore plus flagrant. Je veux dire, c'est des ados vampires. Il y a tout ce truc malaise du mon corps change, qu'est-ce que je dois en faire. C'est vraiment terrible. Et surtout tout le passage au début où il est intrigué par l'odeur du sang
qu'il va vivre au quotidien, c'est très étrange. En même temps, ouais, c'est vrai. Il m'a toujours mis mal à l'aise, moi, Oshimi. Mais on le retrouve, enfin, tu vois, ce malaise-là, tu vois, on évoquait Tokyo Ghoul et tout. Enfin, c'est vrai que c'est quand même un truc qui arrive souvent dans le manga. Mais lui, il a réussi à le tirer vraiment, enfin, à tirer son fil le plus loin possible, je sais pas comment dire. Le plus humainement, personnellement, humainement. Il a un truc très réaliste dans cette approche du sang et de la condition de vampire, on va dire. Et on va un petit peu aller un peu plus en avant dans l'intrigue, mais le fait qu'il fasse un parallèle entre cette recherche de la jeunesse, enfin de tout ce que peut être lié, voilà, à la jeunesse, à l'immortalité, enfin cette idée un peu, ce fantasme, et du vampire, tu vois, et une secte. Enfin, je trouve l'idée, bon, c'est absolument rebutant, mais c'est quand même une très très bonne idée. Encore une fois, c'est très réaliste. Hein. Le nombre de sectes qui sont basées sur le sang, et c'est très réaliste au final. Ouais. Et donc c'est vraiment, enfin moi, même s'il nous met très mal à l'aise, c'est vrai, il y a quand même ce questionnement sur le système de valeurs qu'il faut lui reconnaître et qui est très intéressant. Mais il y a plein de trucs intéressants à lire dans Oshimi, mais effectivement, toute la partie en rapport au sang, je trouve que c'est celle qui crée le malaise en fait, dans ces œuvres. Que ça soit l'hérédité dans les liens du sang, avec cette mère toxique, psychopathe à découvrir, faut s'accrocher, ou que ce soit avec le côté vampire dans Happiness, Cagnard. Alors moi je voulais parler de la figure du vampire dans le sens où je pense que dans le manga malheureusement offre une des visions les plus mauvaises du vampire personnellement, hein, je trouve, parce que le vampire est une figure mythologique et artistique qui existe depuis le plus longtemps, et donc elle a été prise à toutes les sauces, et le vampire a été fait mais vraiment dans toutes les sauces, comme la créature sauvage, comme la créature romantique, et elle est censée représenter tout ça parce qu'elle est censée représenter l'humain. Et malheureusement, je trouve que le manga est arrivé un petit peu tard sur la figure du vampire, et que du coup, ce qu'elle a à raconter sur cette figure du vampire, je trouve que ça a déjà été raconté. C'est pour ça que moi, j'ai jamais trouvé ça. Je n'ai pas un récit de vampire marquant. Vampire de Tezuka, pour le coup. Il est. 1967, je dirais. C'est ça, fin des années 60, Vampire de Tezuka qui a vraiment imposé un truc. Je trouve pas ça très original, tu vois, même si. C'est un très bon récit, mais bref, je pense que malheureusement la figure du vampire, c'est l'une des figures qui a été le plus rincée. Mais je parle pas que des Japonais, hein, je parle de manière générale. C'est-à-dire qu'on parle de moi je vais prendre Vampire de Coppola, enfin Dracula de Coppola. Je vais arriver à Vampire de John Carpenter. Il y a eu 15 000 super visions de vampires qui étaient vraiment bien, et au bout d'un moment on en est arrivé à Twilight, quoi, vraiment, tu vois. Et du coup, c'est pas ça, en fait, il voulait placer Twilight. Non, je voulais pas spécialement parler de Twilight parce que c'est un principe, hein, dans Twilight, c'est un expédient, c'est pas un plot, tu vois. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, c'est une figure mythologique qui a été malheureusement trop utilisée, et ça va être très dur de la renouveler. La preuve, Tokyo Ghoul ne parle pas de vampire, parle de ghoul, vraiment. Et je trouve que c'est très difficile de réussir là maintenant à moderniser le mythe du vampire. C'est devenu quasi mission impossible. Je reprends la série du mec de Sherlock Holmes, du mec de Sherlock. Il a fait une série en 3 épisodes sur le mythe de Dracula. Même ça, c'était pas fou, tu vois, c'était pas génial. Moi, je voulais parler de manga de vampires, et Cagnard on arrive à nous parler de Twilight, hein. Non. Oui, mais j'ai parlé de Vampire de Carpenter aussi. Et ça, regardez-le, c'est trop bien. Et regardez Une nuit en enfer aussi, c'est trop bien. Mais voilà, je voulais parler de la figure du vampire, on va dire. On va voir autre chose, parce que le manga, tu vois, c'est pour ça que je voulais le placer avant. On va finir avec autre chose que du vampire alors. Ouais. Parce qu'il y a Mars Red qui est sorti récemment d'ailleurs, si vous aimez vraiment les mangas avec des vampires. Mais non, mais s'il y a un manga où le sang revêt une importance en ce moment, et on en parlera dans quelques semaines puisqu'on fera une émission à son sujet, c'est Chainsaw Man. Youpi. Chainsaw Man, pour le coup, là le sang il est ultra important parce que c'est le carburant des personnages, c'est le carburant des démons. Des démons, quoi. Non, mais moi je trouve que c'est génial de ce truc de enfin pour le coup là il y en a partout, enfin il est tellement intègre parce que dès la couverture tu sais que ça va saigner, que ça va gicler, qu'il y en aura partout, et
qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise quand tu ouvres le... On est d'accord. Ouais, et pour faire le lien avec les vampires, le sang sert aussi d'une certaine manière de carburant, mais à sauver d'autres personnes, comme un sang de vampire peut te transformerait en vampire, tu vois, mais il y a ce truc là aussi qui revient, qui a été un petit peu emprunté d'une certaine manière au et le héros au se nourrit du sang des autres monstres pour pouvoir continuer à combattre. Enfin, il y a un truc très cyclique dans Chainsaw c'est à beau. ce niveau-là. L'environnement, le recyclage. Mais j'adore moi les combats, tu sais, où il est obligé de faire saigner absolument le monstre en face de lui. Dégueulasse. C'est ça. Pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir le tuer. Enfin, ça n'a aucun sens, Chainsaw Man, mais c'est génial. Mais c'est vrai que voilà, en termes de sang, on est obligé de finir aussi l'émission avec Chainsaw Man. On est parti de Toggenanki, on arrive à Chainsaw Man, mais on n'y passe au milieu, mais on était obligé de faire un tour comme ça, assez important. Mais c'est vrai que c'est intéressant en tout cas de se poser la question de la valeur du sang dans cette culture populaire. Quel manga est dans la culture populaire japonaise, et de l'opposer à ce que nous on voit en France, qui est totalement différent. Ouais. Bien sûr. Et je trouve que justement c'est peut-être une leçon que le franco-belge devrait prendre. Je pense pas que ça se limite uniquement à ça, hein, le fait que le manga fonctionne mieux que le franco-belge, le franco-belge jeunesse, on va dire, à l'heure actuelle. Je pense que c'est une des leçons à prendre, c'est-à-dire la représentation du sang est nécessaire. Et exactement, là je vais faire un gros parallèle, hein, mais comme dans ces publicités sur les serviettes hygiéniques où on nous montrait du sang bleu, il y a un moment, je pense qu'il faut arriver à un truc où le sang existe. Extraterrestre. Non mais le sang existe, on a le droit de le montrer. On a le droit. C'est aussi con que ça, tu vois. Mais moi je pense que justement, terminer sur Chainsaw Man, ça permet de revenir à quelque chose que... Comme quoi, le sang, ça pourrait être aussi une marque d'intégrité, de quelque chose de vraiment essentiel et qui ne devrait pas être non plus trop craint, quoi. Enfin, voilà. On a parlé de plein de mangas dans cette émission, et il y avait Toggenanki, les 2 premiers tomes sortent là au mois de février aux éditions Kana. On a parlé de Chainsaw Man, donc les premiers tomes, tout le premier cycle est déjà disponible aux éditions Kaze. L'attaque des titans, c'est fini en 34 tomes, c'est déjà disponible. My Hero Academia, vous connaissez forcément My Hero Academia, c'est déjà 31 tomes. On n'a pas parlé de Bloodlad, le manga de vampire où il y a de moins de sang que je connaisse. Bloodlad, il y a Blood dedans, mais il n'y a pas de sang, effectivement. Excellent manga, ceci très dit. Bien, mais très c'est bon. vrai, tous les noms de mangas avec Blood dedans aussi. Il n'y a pas de sang. C'est incroyable. Oui, il y en a, mais il n'y a pas de sang dedans. Alors que Deadman Wonderland, pour le coup, aux éditions. Voilà, c'est bloody. Très édition Kana aussi, encore pour Deadman c'est vrai que Wonderland. Le sang, c'est très Kana. Jujutsu Kaisen, c'est aux éditions Kiun, ça je ne vous apprends rien. Seraph of the End, c'est aux éditions Kana. Happiness aux éditions Pika. Les liens du sang aux éditions Kiun. Chainsaw Man donc aux éditions Kaze. On a fait le tour de tous les mangas dont on a parlé dans cette émission. Puis il y avait Naruto aussi. Ah bah oui. Et One Piece aussi, mais ça normalement vous connaissez Naruto et One Piece, on a rien à vous dire à ce sujet. Merci d'avoir écouté cette émission. Bah merci à vous. Et merci d'avoir participé, et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, salut. Salut.